Le film commence dans la cuisine de la banque Centurion Trust où l'assistant du directeur, Ed Maas, prend son café. Il semble faire face à un traumatisme, des éclats de tir passant dans son esprit. Néanmoins, Ed se réveille et se prépare pour une journée bien remplie. Alors qu'il entre dans la salle principale, le détective Yagé entre également. Ce dernier dépose son salaire sur un compte d'épargne puis retourne rapidement à son travail. Tout semble normal, les agents de sécurité surveillent le sol, les employés gèrent les papiers, et les clients attendent leur tour. Il est aussi révélé qu'un incendie fait rage dans une usine voisine, d'où les sirènes entendues depuis la rue. Peu après, le directeur appelle une jeune femme nommée Léa dans son bureau. Il s'avère qu'elle est venue passer un entretien pour le poste de caissière. Son CV mentionne un travail dans de grandes entreprises, mais il y a une lacune dans son parcours professionnel. Léa explique qu'elle a beaucoup voyagé et enseigné l'anglais aux enfants dans une paroisse au Mexique. Mais à cause de la maladie d'un proche, elle a dû revenir et cherche maintenant un emploi. De l'autre côté, dans la salle principale, une femme avec un tatouage en forme de larme sur le visage commence à créer une scène. Une caissière d'âge moyen tente de contrôler la situation, mais la femme devient de plus en plus hostile, accusant la banque de frais illégaux. Pendant ce temps, le directeur, ignorant ce qui se passe à l'extérieur, continue l'entretien. Il confie à Léa qu'en un an, 3 caissiers ont quitté leur poste. Plusieurs employés pensent apparemment que la banque est hantée, car ils ont vu ou entendu des choses effrayantes. À ce moment, la caissière principale, Suzanne Cromwell, confronte la visiteuse perturbatrice. Elle souligne que cette femme n'est même pas une cliente de la banque. C'est alors que 3 pompiers entrent dans le bâtiment et verrouillent les portes de l'intérieur. Léa fait un signe à la visiteuse en colère, qui attaque soudainement un agent de sécurité. Il s'effondre après un coup violent au visage, et tout le monde peine à comprendre le chaos. Léa sort alors une arme et dit à l'assistant du directeur de se conformer ou elle lui explosera la tête. Il est évident qu'un plan complexe de braquage de banque est en cours. Cependant, l'agent de sécurité à la porte principale ne voit que le client devenir violent envers l'autre agent de sécurité. Il contacte les autorités locales via son talkie-walkie pour signaler un léger trouble à la banque Centurion Trust. Il se précipite ensuite vers le comptoir, mais il est assommé par l'un des pompiers. Les 2 autres prennent tout le monde en otage et couvrent leur tête avec des sacs. Entre-temps, la visiteuse perturbatrice, qui s'avère être la sœur de Léa, Vi, collecte les téléphones des captifs. Le 2e pompier, Cyrus, pulvérise de la peinture sur les caméras de sécurité. C'est à ce moment que la police locale contacte l'agent de sécurité qui a lancé l'appel de détresse plus tôt. Mais le 3e pompier, Michael, oblige l'agent à leur assurer que tout est sous contrôle. Cependant, le détective Yagé, qui est en service dans un quartier voisin, décide de vérifier la banque. Il est en route lorsque soudainement, sa radio émet un message brouillé. C'est la voix d'un homme qui signale qu'un braquage est en cours à la banque Centurion Trust. L'homme dit que les braqueurs prennent des otages et supplie la police d'intervenir. À l'intérieur de la banque, le premier pompier, nommé Kramer, ordonne aux caissiers d'ouvrir le coffre. Ils hésitent d'abord, mais finissent par accepter de le faire. Pendant ce temps, dans la salle, le directeur tente de s'enfuir, mais il se fait rapidement tirer dans le genou. Il se tord de douleur et crie, ce qui oblige Michael à l'assommer. Michael enlève ensuite son masque et commence à soigner la blessure tout en s'excusant auprès de la victime. Il est évident qu'il ne veut faire de mal à personne. Dans le coffre, Suzanne ouvre enfin le grand coffre, mais elle découvre qu'il ne contient qu'une petite somme d'argent. Kramer saisit furieusement l'argent, sort dans le hall et crie qu'il n'y a que 70 000 $ ici. Tous les braqueurs sont déconcertés par cette révélation. Ils ont mis leur vie en danger et blessé des gens pour si peu d'argent. Tandis que Léa veut sortir rapidement, Vi et les autres refusent de partir les mains vides. Alors qu'ils sont occupés à se disputer, un otage offre soudainement son aide. Il se présente comme l'assistant du directeur et affirme connaître la banque sur le bout des doigts. Pour prouver sa sincérité, l'homme révèle l'emplacement d'un bouton d'alarme d'urgence et leur conseille de le désactiver rapidement. Il explique que si la base de données des transactions quotidiennes n'est pas vérifiée avec le code PIN du directeur, l'alarme se déclenchera. Il promet d'aider les braqueurs s'ils veillent à ce que personne d'autre ne soit blessé. Vi, de plus en plus désespéré, accepte et lui retire le sac de la tête. Il s'avère que l'homme est Ed Maas, la même personne que l'on a vue dans la première scène. Après cela, Ed désactive rapidement l'alarme et révèle même l'emplacement d'argent supplémentaire. Il dit qu'il y a un coffre, construit il y a environ 60 à 70 ans, dans le sous-sol. Ed affirme qu'il contient 6 millions de $ en liquide et leur remet les clés de la porte du sous-sol. Peu après, Vi et Kramer descendent au sous-sol, ordonnant aux autres de les surveiller via les caméras de sécurité. Selon leur plan, Michael descendra également plus tard au sous-sol.
Il est chargé de créer un trou dans la canalisation d'égout de la banque, qui servira de route d'évasion. Pour l'instant, Léa escorte Ed dans un bureau séparé d'où elle peut observer les écrans de surveillance. Vi et Kramer atteignent également le sous-sol et trouvent la porte menant au vieux coffre-fort. En haut, Michael enferme tous les otages dans le nouveau coffre et fait lui-même la garde. Tout le monde reste silencieux un moment, mais bientôt, les otages commencent à devenir nerveux. Suzanne prend la parole en premier, suppliant d'être escortée aux toilettes en bas. Pendant ce temps, Kramer et Vi découvrent le coffre qui a une énorme porte en métal équipée de serrures à roues. Kramer admet qu'il faudra au moins 20 minutes pour le percer. Vi s'éloigne donc pour explorer le sous-sol tandis qu'il commence à travailler sur la porte. Soudain, les lumières de l'immeuble commencent à clignoter, mais personne n'y prête attention. Léa demande à Cyrus de garder un œil sur Ed pendant qu'elle vérifie les autres otages. Elle jette aussi un coup d'œil à l'extérieur et remarque des voitures de police garées devant la banque. Pendant ce temps, Michael escorte Suzanne aux toilettes, et elle essaie de l'engager en conversation. Mais il est trop nerveux pour lui répondre et se contente de rester là. Dans le sous-sol, Kramer travaille avec diligence sur la porte du coffre et commence à réussir. Quant à Vi, elle explore encore le sous-sol lorsqu'elle remarque une silhouette humaine dans l'une des anciennes pièces de stockage. Pendant ce temps, Michael ramène Suzanne au nouveau coffre quand Léa le voit. Elle le gronde pour s'être écartée du plan et lui ordonne de suivre l'horaire. Michael descend alors, vers une autre partie du sous-sol, pour couper dans la canalisation pour leur échappatoire. En descendant, il croise Vi qui semble perturbée par quelque chose. Elle révèle avoir vu quelque chose ou quelqu'un en bas, ce qui l'a mise mal à l'aise. Vi monte alors à l'étage, laissant Michael préparer leur fuite. Quelques instants plus tard, Cyrus prend la relève pour garder les otages pendant que les sœurs surveillent les progrès de Kramer dans le sous-sol. Il semble avoir réussi à déverrouiller le coffre, mais les lumières s'éteignent soudainement. Kramer, qui est sur le point d'entrer dans le coffre, remarque deux silhouettes avec des sacs sales sur la tête dans le couloir. Le nombre de silhouettes devant lui se multiplie à mesure que les lumières clignotent de plus en plus intensément. D'autre part, Léa et Vi, qui regardent à travers les écrans de surveillance, voient une scène différente. Elle ne voit personne d'autre que Kramer qui semble maintenant chercher son arme. Les sœurs regardent horrifiées Kramer qui est traîné dans une vieille salle de stockage. Michael, qui est aussi au sous-sol, entend ces cris perçants quelques instants plus tard. Confuse de ce qui se passe, Léa demande à Cyrus de compter le nombre d'otages. Les lumières clignotent à nouveau, et la porte du nouveau coffre se ferme violemment. Cela signifie que les otages ainsi que Cyrus sont maintenant piégés à l'intérieur. De manière assez effrayante, la porte de la salle principale au sous-sol se verrouille également. Tandis que les deux sœurs essaient de l'ouvrir, Cyrus commence à voir quelque chose d'étrange à l'intérieur du nouveau coffre. Il remarque une personne portant un masque blanc parmi les captifs, ce qui le pousse à saisir son fusil à pompe. Peu après, un groupe de captifs avec des sacs sales apparaît de nulle part et s'avance vers lui. La personne au masque blanc lui enfonce alors le fusil à pompe dans la bouche. De même, au sous-sol, plusieurs silhouettes inconnues commencent à poignarder Kramer à plusieurs reprises. Dans la salle principale, les lumières se rallument et Vi réussit enfin à ouvrir la porte. Léa, quant à elle, va vérifier le nouveau coffre et tombe sur une scène étrange. Cyrus est introuvable, mais les otages sont assis exactement comme auparavant. De retour au sous-sol, Michael découvre Kramer attaché à une chaise, les yeux brutalement énucléés. Il semble supplier quelqu'un, les suppliant de ne pas faire quelque chose. Mais quelques secondes plus tard, il saisit soudainement sa perceuse et se perce le crâne. En haut, Léa confronte Ed lorsque le téléphone sonne brusquement. Elle décroche, et le détective âgé, de l'autre côté, exige de parler à la personne en charge. Léa répond qu'elle libérera tous les otages dans 30 minutes si la police ne fait rien de stupide. Elle essaie ensuite de déterminer qui a informé la police et conclut que cela doit être la caissière principale, Suzanne. Suite à cela, Léa se rend chez Suzanne et lui demande ce qui se passe au sous-sol. Elle veut savoir s'il s'agit de quelque chose de surnaturel ou simplement d'un piège. Bien qu'hésitante au début, Suzanne finit par s'ouvrir et raconte un incident survenu en 1982. Apparemment, un homme dérangé avait tenté de cambrioler la banque et avait pris tous les employés en otage pendant des jours. Mais la police avait refusé de se plier à ses exigences et le braqueur avait alors obligé les employés à se tirer dessus. Depuis cet incident, personne ne descend dans le sous-sol de la banque, pas même les agents de sécurité. Évidemment, Léa ne croit pas à l'histoire et menace de défigurer Suzanne. Ce moment tendu est interrompu par Michael qui semble perturbé. Il raconte à Léa la mort de Kramer et insiste pour qu'il quitte les lieux dès que possible, car quelque chose ne va pas avec cette banque. À ce moment, Vi apparaît également avec un sac rempli d'argent.
Léa l'informe rapidement de la mort de Kramer et de la présence de la police à l'extérieur. Elle examine ensuite l'argent mais découvre, avec choc, que chaque billet est de 1982. Réalisant que la situation échappe à tout contrôle, Léa interroge le garde. Elle essaie de comprendre ce qui se passe à l'extérieur et ce que la police va faire ensuite. Mais le garde lui conseille de libérer les otages et de se sauver. Après cela, Léa retourne au bureau où elle avait interrogé Suzanne. Avant qu'elle ne puisse poser des questions, elle remarque l'indicateur d'un appel sortant sur le téléphone du bureau. Elle décroche le combiné et entend un appel de détresse de quelqu'un. Une voix masculine, brouillée et peu claire, annonce qu'un cambriolage est en cours à la Centurion Trust Bank. C'est exactement le même appel que le détective Yagé avait entendu plus tôt. Pendant ce temps, Michael retourne au sous-sol et termine de couper dans la canalisation. Il est en train de finir son travail quand soudain, il entend quelqu'un pleurer à l'aide. Michael se précipite vers le bruit et trouve une femme blessée au sol. Mais elle se transforme soudainement en cadavre carbonisé et se tend vers lui. Un Michael terrifié n'a d'autre choix que de fuir. Plus tard, Vi descend et voit Michael verser de l'essence sur le sol. Il lui implore de fuir la banque mais refuse de partir lui-même. Une Vi visiblement émotive le serre alors dans ses bras et trouve la sortie pendant que Michael met le corridor en feu. Il tente de bloquer la route d'évasion des poursuivants fantomatiques mais déclenche involontairement l'alarme incendie. En haut, Ed dit à Léa que la police sera maintenant forcée d'intervenir. Il la supplie de libérer tous les otages et, de manière surprenante, Léa accepte. Elle libère le directeur adjoint et lui donne un couteau pour libérer les autres otages. Léa prend ensuite le sac d'argent et descend au sous-sol. L'agent de sécurité de la banque la supplie de ne pas descendre, mais elle ignore ses avertissements. Peu après, la police prend d'assaut le bâtiment et tire sur Léa qui s'enfuit. Elle tombe dans l'escalier, se blessant à la jambe, mais continue vers la canalisation. De son côté, tous les otages fuient sauf le directeur adjoint, Ed, qui reste là silencieusement. Lorsque Léa atteint l'ouverture du tuyau, elle entend soudain la voix de Michael et se dirige vers l'ancien coffre-fort. Mais les portes commencent à se fermer et elle se retrouve maintenant piégée avec plusieurs fantômes portant des sacs sales sur la tête. Juste au moment où tout semble perdu, Michael arrive juste à temps pour la tirer dehors. Il lui dit alors de courir et reste derrière pour retenir les fantômes. Malheureusement, avant que Léa n'entre dans le passage d'évasion, elle est attaquée par l'homme au masque blanc et plusieurs autres fantômes. Michael joue alors son dernier tour, il se sacrifie et enflamme toute la zone environnante. Cela donne à Léa suffisamment de temps pour s'échapper en toute sécurité par le tuyau. La scène se déplace brusquement au jour suivant, alors que Léa roule sur une route de terre. Elle écoute un reportage radio sur le cambriolage armé et l'incendie à la Centurion Trust Bank. Le rapport indique que tous les braqueurs impliqués sont morts dans l'incendie. Peu après, elle arrête son véhicule en chemin et prend sa sœur, Vi. Pendant ce temps, au commissariat, le détective Yagé poursuit son enquête. Il examine les images des décès des braqueurs où seuls eux étaient visibles. Personne ne peut identifier le directeur adjoint qui avait guidé les braqueurs vers l'ancien coffre-fort. Les témoins essaient de se rappeler des détails sur l'homme qui semblait connaître le système de sécurité de la banque. Mais tous se rendent compte qu'il n'avait jamais dit son nom à personne. Suzanne, qui travaille à la banque depuis 10 ans, ne se souvient pas d'un tel employé. Cependant, elle le reconnaît soudainement sur une photo accrochée au mur du commissariat. Suzanne désigne la photo, identifiant l'homme comme celui qui avait aidé les braqueurs. Le détective Yagé, cependant, rejette ces affirmations et dit que ce n'est pas possible. Dans un tournant choquant, il est révélé que l'homme, Ed Mass, était l'une des victimes du braquage de 1982. C'était lui qui avait passé l'appel infâme entendu par tant de gens avant d'être abattu sur la route. Entre-temps, la voiture de Léa tombe en panne, obligeant Vi à examiner le moteur. Les sœurs essaient de comprendre ce qui se passe lorsque soudainement, l'homme au masque attrape Vi par derrière.